destinée. On a tous besoin d'une destinée. Nanana. Bien le bonjour les anxieuses. Et aujourd'hui, on va parler d'Aquaman, encore et toujours lui, Vermine, par Peter David. Cette vidéo elle sera très vite remplacée au profit du 3e chapitre d'Aquaman Chronicles sur la chaîne, celui dédié à l'âge sombre qui arrivera avant la fin de l'année, dans lequel je reviendrai sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Considérez plutôt cette vidéo comme un élément temporaire, une page d'un journal de bord que je vais tenir pour parler d'Aquaman Chronicles au fil de ma lecture, puisque je suis actuellement en pleine lecture. J'ai toujours pas fini le run, je suis très loin de l'avoir fini, parce qu'il a fallu que je relise en fait les 20 épisodes que j'avais déjà lus, les 24 en réalité, puisqu'il faut bien comprendre que le travail de Peter David sur Aquaman se décompose en plusieurs parties, en 3 parties bien distinctes. La première, c'est Atlantis Chronicles, que vous connaissez par cœur, puisque vous l'avez vu, hein, vous l'avez regardé entièrement, cette web-série que j'ai publiée sur la chaîne au mois de décembre l'année dernière, qui retrace l'intégralité de l'histoire, la quasi-intégralité de l'histoire d'Atlantis Chronicles. Comme ça, au moins, vous savez tout. Donc ça, c'est le premier travail de Peter David. On est sur 7 issues d'une quarantaine de pages chacune, ce qui équivaut en très gros à 14 issues en temps normal, 14 épisodes. C'est comme si, avant de prendre le personnage véritablement en main, Peter David avait déjà consacré 14 épisodes au lore du personnage, à l'univers du personnage, à la construction de ce monde, qu'est Atlantide. Voilà, donc il y a déjà ça dans un premier lieu à découvrir. Après quoi, nous avons une mini-série en fin 93, qui dure 4 mois, une mini-série en 4 épisodes, qui s'appelle Time and Tide et qui permet de faire la jonction non seulement entre Atlantis Chronicles et le long run qui va suivre, mais également entre l'ancien run, celui scénarisé par Sean McLaughlin en 92 et 93, et donc le run qui va arriver, celui de Peter David, qui va durer de 1994, si on compte vraiment que la série principale et non pas Time and Tide, qui est un petit peu considérée comme une introduction à cette série principale. Mais la série principale, elle va durer de 94 à 98, hein, voilà. 46 épisodes pour le coup, donc si on rajoute Time and Tide, ça fait 50, si on rajoute Atlantis Chronicles, c'est comme si avant tout, pas loin de 65 épisodes. C'est comme si Peter David avait travaillé sur 65 épisodes sur le personnage. Donc c'est un run assez conséquent. Là, on va parler du run en lui-même. Donc il y a l'épisode 1, il y a un épisode 0 également. Il y a un annual, enfin il y a plusieurs annuals. Et puis on va s'arrêter à l'épisode 25 puisque c'est le dernier que j'ai lu en date. Voilà, il faut savoir que l'année dernière j'avais déjà entrepris cette lecture, mais je m'étais contenté de mes 2 TPB, les 2 TPB qui sont disponibles sur internet qui s'arrêtent à l'épisode 20. Voilà, et 20 sur 46, pardon, ça fait très léger, donc j'avais lu même pas la moitié du run de Peter David. Donc là j'ai décidé dernièrement, vous le savez, de m'acheter toutes les issues pour compléter, puisque le TPB en anglais n'existe pas. Il y a un TPB en espagnol qui a existé, qui est peut-être trouvable sur internet, mais moi l'espagnol ça fait 25, du coup il est hors de question que je me le procure, quoi. Mais ce TPB volume 3 il a bel et bien existé en espagnol. Mais de toute manière c'était pas suffisant, parce qu'il aurait fallu plus que ça pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Il aurait fallu au moins, je dirais bien 4 voire 5, peut-être même 5 TPB en tout et pour tout, les petits gars. Donc vous voyez, c'est assez conséquent comme travail, hein. Peut-être qu'ils ressortiront avec le film. On sait d'ores et déjà qu'il y a un omnibus qui va regrouper tout ça et qui va sortir l'année prochaine, donc à surveiller. J'ai très très hâte, je pense que je vais me l'acheter, ce sera mon premier omnibus. Omnibus VO évidemment. De toute manière, si vous aimez le personnage, je pense qu'il vaut mieux se projeter sur de la VO plutôt qu'attendre éternellement et inutilement qu'Urban Comics décide de se mettre vraiment sur l'édition du personnage. On a eu 2-3 trucs qui étaient pas mal, mais c'est dommage que le run de Peter David reste inédit en VF. Mais on va pas revenir là-dessus, on l'a déjà évoqué ce problème-là. On va se concentrer donc sur ce que je voulais dire dans cette vidéo, à savoir les épisodes 1 à l'épisode 25, qui est le dernier que j'ai lu en date. Donc il a fallu que je relise les 20 premiers épisodes que j'avais lus l'année dernière, donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis là, depuis 5 épisodes, du coup, je découvre, voilà, Enfin, j'explore un peu plus en avant ce run que je ne l'ai jamais fait, et c'est très très cool. Même si je dois l'avouer, il y a pas mal de moments d'incertitude en ce qui me concerne. Il y a eu pas mal de moments d'incertitude en ce qui me concerne, des moments de flottement entre les épisodes, on va dire 15 et 20 à peu près. Même plus 15 et 22, 23. Et l'épisode 25 que je viens de terminer de lire semble marquer la fin
d'un gros arc. Même si on ne peut pas vraiment parler d'arc dans ce run, c'est à la fois fascinant et à la fois complexe en fait ce que fait Peter David sur son run, en tout cas sur ses 25 premiers épisodes. T'as pas l'impression d'avoir des arcs qui se suivent les uns les autres en fait. C'est comment expliquer ça? Tout coule de source, sans mauvais jeu de mots. Tout coule de source comme plusieurs rivières qui viendraient, qui prendraient leur source à différents endroits et puis qui viendraient se rejoindre en un seul et même fleuve qui lui-même irait se jeter dans la mer en fait. C'est à ça que me fait penser ce run de Peter David. Et parce qu'en fait, on parle plutôt de situations qui emmènent d'autres situations, un petit peu comme fait Geoff Johns sur les Green Lantern en fait. Voilà, ça me rappelle vraiment, dans la façon dont c'est écrit, ce que fait Geoff Johns sur les Green Lantern. C'est-à-dire que ça part de plusieurs points. Je vais peut-être pas le griller celui-là parce qu'il y a un flash. Et ça fait très très mal un flash sur un feu rouge. Je crois qu'un feu orange, parce que là j'étais à l'orange, et je crois qu'un feu orange c'est quand même sanctionnable. Donc on va éviter. Puis du coup ça nous laisse un peu plus de temps pour parler de tout ça. Mais ouais, c'est assez étrange, t'as pas vraiment cette impression d'arc qui une fois terminé laisse la place à un autre, etc. etc. Non, là c'est des situations qui emmènent d'autres situations, et ouais, c'est ultra fluide, il y a une limpidité, une fluidité dans la façon dont s'agencent les choses entre elles, que c'en est déconcertant, et je crois pas avoir lu ça beaucoup de fois dans ma vie en fait de lecteur de comics. Peut-être comme je disais sur Geoff Johns présente Green Lantern, ouais, c'est peut-être la dernière fois où ça m'a donné cette impression de grandiose, de grandeur qui ne se limite pas à des petites storylines successives. C'est waouh. Et en plus de ça, pendant tout son run, Peter David il laisse planer le mystère, le doute sur certains personnages, sur certaines choses, certaines situations, certains contextes. T'as l'impression, d'autant plus quand tu lis en VO et que tu maîtrises pas forcément cela comme moi. Hein. Moi je pige pas mal de choses, mais je suis pas bilingue, je suis très loin d'être bilingue. Et donc par moments c'est un petit peu fastidieux comme lecture parce que il y a des trucs qui sont pas vraiment traduisibles et vu qu'on est sur un lore extrêmement complexe avec plusieurs races, etc., plusieurs personnages qui sont vraiment pas connus. Si je te parle de Deep Blue, de Nuada Silverhand, alors moi ça va, j'ai lu d'autres trucs Aquaman, donc je sais à comment tenir. Mais c'est vrai que Peter David il fait revenir des personnages de l'univers d'Aquaman et pas que, de l'univers d'ici dans sa plus grande globalité. Waouh. Et tu vois le Major Désastre, je crois que c'est son blaze, hein, je suis pas totalement sûr. Mais c'est un personnage que j'avais découvert il y a peu dans le run de Joe Kelly sur la Justice League. Et là par exemple il a un rôle assez important quoi, dans ce run, mais un personnage qui est très connu. Il y a plein de persos comme ça dans le run de Peter David que tu connais pas forcément. Et le fait de les faire interagir tous ensemble, ça rend la lecture assez compliquée par moments. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même, à la manière d'un Geoff Johns, quand tout semble compliqué et perdu, en réalité, tout devient très vite clair, limpide et flamboyant. Vraiment, c'est l'impression que j'ai, quoi. C'est génial. Ces 25 premiers épisodes, c'est une calotte absolue. Parce que déjà, Peter David, il prend un petit peu son temps. Il va placer Aquaman dans des situations diverses et variées qui n'ont rien à voir les unes les autres. Il va confronter à un moment donné Aquaman à Lobo, puis après Aquaman à Superboy, enfin... Et ouais, t'as l'impression que tout ça est pas du tout interconnecté, alors qu'en réalité si, ça l'est parfaitement. C'est juste la prise en main de Peter David qui est un petit peu longuette, je trouve, mais totalement justifiée par ce qu'il fait par la suite. Voilà. Il prend son temps, tu sens vraiment qu'il est là pour prendre son temps et qu'il va nous faire kiffer sur le long terme. Et au-delà de nous faire kiffer sur le long terme, il nous faut aussi kiffer sur le court terme, parce que rien que l'affrontement entre Aquaman et Superboy, il est épique, quoi, il est super classe. Même si le but de cet issue, c'est pas juste de faire s'affronter Aquaman et Superboy, ça va au-delà, il y a une trame de fond. Mais rien que ça, tu vois, c'est super cool. Faire débarquer Lobo dans cet univers aussi, c'était ultra dangereux, ultra risqué, mais ça déglingue, quoi. C'est génial, c'est génial. Il y a un développement en profondeur, sans mauvais jeu de mots une fois de plus, du personnage d'Aquaman, vraiment, qui au début de l'histoire est comme un dépressif. Il est seul dans son aqua cave, il reprend l'écriture des chroniques Atlantes laissées par sa mère dans les ruines de Tritonis ou de Poseidonis, je crois, je sais plus trop, mais qu'il a retrouvé à la fin du run de Sean McLaughlin. Et donc il est comme un dépressif avec les cheveux qui poussent, la beubare aussi de 3-4 jours, et puis il reprend l'écriture des chroniques Atlantes. Voilà. Il considère son père Atlan comme un connard qui a mis enceinte sa mère et qui s'est barré, ce qui est un petit peu la réalité en réalité. La réalité en réalité. Il n'y aura pas de montage, hein, c'est bon. Stop.
Et donc on a ce statu quo avec le personnage qui est dépressif, qui est très solitaire. Garde vient le chercher pour essayer de le sortir un petit peu de sa torpeur, puis au final, il en a rien à foutre. Il y a vraiment ce côté très, très solitaire, très individualiste, aigri. Il est aigri, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je pense au Aquaman du début de run, il est aigri. Et puis on va le forcer petit à petit tout au long de cette aventure qui est incroyable à en faire un unificateur, quelqu'un qui rassemble. Et ça, c'est absolument génial. Parce que du coup, ça va développer le personnage sur ce qu'il est au fond de lui. On ajoute également des personnages phares, enfin qui vont devenir phares, qui ne le sont pas forcément pour l'instant. Dolphine, par exemple, cette jeune femme aux longs cheveux blancs, qui est assez atypique. On croirait qu'elle est muette au début, mais en fait non, on se rend compte qu'elle parle. Mais voilà, elle est assez sauvage et en fait elle va s'éprendre, elle va tomber folle amoureuse d'Aquaman et du coup elle va le suivre partout dans sa quête et ça va devenir la Aquagirl en fait, la nouvelle Aquagirl d'Aquaman. Elle va même remplacer Garth dans le rôle de l'acolyte qui est vraiment partout, là où va Aquaman. Et elle est extrêmement badass, Dolphine, elle est super attachante, super intéressante et en plus le mystère plane sur son origin story. D'où vient-elle? Ça on l'apprendra tout en tournant les pages de cette aventure incroyable. Et ça c'est génial parce que tu as toujours ce doute qui persiste quand tu as beaucoup de personnages qui viennent se greffer aux autres déjà présents dans l'aventure au fur et à mesure. C'est passionnant. Peter David m'emmène vers quelque chose que je n'attendais absolument pas. Je ne sais pas trop si je peux le dire, de peur de spoiler, mais on va rester extrêmement flou, volontairement ambigu, afin de ne pas vous gâcher la surprise si jamais vous désirez vous lancer dans cette aventure. Et vraiment, je vous le conseille, c'est génial. Après, j'ai lu que 25 épisodes, il en reste 21, donc ça peut se gâter par la suite, je l'espère pas, je l'espère vraiment pas. Mais Peter David m'emmène vers quelque chose que je n'espérais pas forcément, que je n'aurais jamais imaginé. Vers du space opéra. On est sur du space opéra. Et pas que du space opéra aquatique. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait intervenir des races extraterrestres. Et ça peut paraître extrêmement bizarre dans l'univers d'Aquaman, d'autant plus quand on a lu Atlantis Chronicles. Mais c'est très bien fait. Et honnêtement, j'étais pas serein. Parce que j'en attendais beaucoup de ce run. Peter David, moi, à chaque fois, on me le vend comme étant le meilleur artiste sur Aquaman, le meilleur auteur. Donc évidemment, j'en attends énormément de ce run. Et quand j'ai vu qu'il commençait à prendre cette direction-là, à me parler de race alien, enfin ce genre de truc, j'ai commencé à prendre peur et à me dire « Oh non, fais pas ça, s'il te plaît, Peter, ne fais pas ça. » Surtout pas pour quelqu'un comme moi qui déteste la science-fiction. À part peut-être l'univers des Green Lantern, j'ai horreur des space opéras. Je déteste ça. Et donc franchement, j'étais très craintif à cette idée. Et en réalité, ça passe super bien. Parce que c'est bien écrit, c'est bien fait. Et puis c'est assez limité. C'est un lore qui est à la fois complexe et grand, mais qui n'est pas infini. C'est pas comme si on était dans l'espace et que de ce fait, on pouvait justifier un petit peu ce qu'on voulait quand on le voulait. Non, là, ça reste assez, en tout cas, pour l'instant, ça reste assez clair. Parce que justement c'est cloisonné, c'est défini. On parle de quoi? 2 races extraterrestres, pas plus, voilà. Plus toutes les autres races qu'on connaît généralement dans le lore d'Atlantide, à savoir les Tritoniens, les Poséidoniens. Là pour le coup les Hunter-Gatherers de High Brazil, bref. Donc ça reste cloisonné, ça reste contenu. Mais il y a vraiment ces airs de space opéra avec de la science-fiction. Peter David, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'univers de Star Trek. Et tu le ressens très clairement. Et ouais, c'est vraiment ambitieux, quoi. C'est vraiment ambitieux ce que le mec entreprend. Tu te dis, mais gros, tu pars dans tous les sens, là, tu vas te perdre. Tu vas vraiment te perdre. Moi, il y a vraiment des épisodes entre à peu près le 17 et le 22-23, j'étais paumé. Je me dis, mais où est-ce qu'il m'emmène? Ça prend pas du tout la direction que j'aurais souhaité. Et j'étais un peu perdu et un peu pessimiste. Mais là, je viens de lire les épisodes 24 et 25 et c'est génial. C'est épique as fuck, bordel. Oh là 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 là, j'ai qu'une hâte là, c'est de bâcler ma journée de boulot et de rentrer et de me lire l'épisode 26, quoi. Ça me manquait d'avoir ce genre de série où quand tu termines un épisode, tu as envie de te jeter sur celui qui suit. Parce qu'à chaque fois, on laisse le petit cliffhanger qui va bien. C'est excellent. C'est excellent.
Je suis en train de vivre avec cette lecture l'une de mes plus belles expériences en tant que lecteur de comics d'ici, vraiment. Je dis pas ça parce que c'est Aquaman, je dis ça parce que, ben, là, on nous raconte quelque chose qui est maîtrisé de bout en bout, voilà. Et on a pris beaucoup de risques avec le personnage, on l'a un petit peu dénaturé Aquaman, hein. C'était voulu. Le but, c'était de pousser le personnage presque en dehors de ses limites, en fait, tu vois? De le sortir clairement de sa zone de confort et tout ça, bah, c'est témoigné par son changement d'attitude et son changement physique et c'est vrai que les grands fans d'Aquaman, du Aquaman classique, tu sais, bien rasé, les cheveux au carré, digne, et ben, ils peuvent être un petit peu ébranlés par ce changement drastique du personnage, mais au final, tout est parfaitement justifié. C'est une évolution logique. C'est une évolution logique. Aquaman t'explique constamment que de toute manière, sa vie, elle est faite de perturbations. Ce sera bel et bien un personnage qui ne connaîtra jamais une vie de quiété, une vie de tranquillité. À chaque fois, il a eu des emmerdes. Et ça, c'est vrai, quand tu sors de l'âge d'argent, à partir de l'âge de bronze, ça a été une destruction totale de tout ce qui a été créé pendant l'âge d'argent. Son univers tout autour s'est détruit, s'est délité petit à petit. Son amitié avec son amitié indéfectible avec Garth, qui en a pris un coup après la mort du prince. Son mariage avec Mera, qui a été vraiment déchirant pour le coup. On a vu un couple presque s'entretuer, hein, dans The Legend of Aquaman en 89. Et tout ça, ben, c'est une évolution logique du personnage et c'est pour ça que ça me dérange pas que le personnage soit dénaturé. C'est pas comme si, par exemple, on adaptait ce Aquaman-là au cinéma dès le premier film, enfin, et que dès le premier film, on en faisait ce personnage-là. Là, ce serait de out of character. Mais là, ce n'est pas du out of character parce que on l'a amené progressivement au fil des auteurs, au fil des décennies, on l'a amené progressivement à devenir ce personnage extrêmement taciturne, presque impulsif, violent presque, hein. Là, il embroche des mecs avec son harpon, même si au fond de lui, il n'est pas totalement en accord avec ce qu'il est en train de faire. Il sait juste qu'il est en train de péter un câble. C'est un dépressif. C'est un dépressif. Je prends ma claque. Vraiment, fallait que j'en parle. Alors, peut-être que je vais déchanter. Il me reste 21 épisodes, comme j'expliquais. Peut-être que je vais déchanter, mais waouh! Waouh! Je comprends pas que ça a été jamais publié en VF. Vraiment. Il y a tout ce que j'attends dans un récit de super-héros. Du mystère, du suspense, jusqu'au bout. Du lore, un lore crédible. Et une fois de plus, je le répète, un lore contenu. Pas quelque chose où du jour au lendemain, on te fait spawn un truc parce qu'on est dans la galaxie, on justifie tout. Non. Là, on connaît les protagonistes. Alors, on en rajoute peut-être un ou deux par moment, tu vois, mais en fait, ils sont pas déconnants avec ce qui avait été raconté à la base. C'est pas des pop, c'est des personnages qui avaient déjà été pensés en amont, c'est juste qu'ils sont gardés sous silence et on les fait intervenir quand ils doivent intervenir. Et c'est bluffant. Peter David, il m'avait déjà bluffé sur Atlantis Chronicles, qui pour moi reste la meilleure lecture d'ici à ce jour. Et là, c'est la suite. Si vous avez adoré Atlantis Chronicles, mais jetez-vous sur ce truc parce que c'est la suite. Le retour de Kordax, l'enfant maudit. Plus épique que jamais, plus fort, plus puissant, plus dangereux que jamais. Tu vois, je parle toujours de ce moment où le héros devient une légende, où le personnage principal devient un héros, un super-héros, où ce super-héros devient une légende. C'est toujours un truc qui me fait vibrer, que ce soit au cinéma ou que ce soit dans les comics, c'est toujours un truc, moi, qui me passionne. C'est pour ça que je suis là en train de vous parler de ça. S'il n'y avait pas cette transition qui s'opérait, tu sais, entre le personnage et le super-héros, ou le personnage et la légende, je ne serais pas là en train de vous en parler parce que j'aurais pas une chaîne dédiée à l'univers des super-héros. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Et ça, on l'a notamment avec Kordax, qui a été brillamment introduit dans Atlantis Chronicles. C'est le fruit d'un long processus, Kordax. C'est pour ça que je disais, s'il arrive dans ce film, dans Aquaman and the Lost Kingdom, ça va être obligatoirement bâclé. Obligatoirement, le personnage sera bâclé. Tu peux pas l'introduire comme ça. C'est le fruit d'un long processus, d'un lore. Il est directement lié au contexte qui l'a vu naître. Tu peux pas l'en détacher et le mettre dans un lore qui plus est paradoxal avec son lore original. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le lore d'Aquaman Momoa est contradictoire et paradoxal avec le lore de Kordax des comics. C'est deux lores qui ne peuvent pas cohabiter et là on est en train de le faire. C'est pour ça que ça va être vraiment une catastrophe, je pense, cette adaptation de Kordax au cinéma. Parce qu'on va forcément être obligé de l'adapter pour qu'il colle à ce nouveau lore et du coup on va dénaturer le personnage. On va le dénaturer complètement. Et pour en revenir à Kordax, là, dans cette histoire, c'est presque
mon personnage préféré. Alors Aquaman reste mon personnage préféré, mais là, Kordax, j'ai rarement vu un ennemi aussi magnifié. Parce que j'étais là à Atlantis Chronicle, je sais ce qui s'est passé, je sais comment il est né, je sais que c'est devenu une légende dans la tête des Atlantes. Le Boogeyman, l'épouvantail qu'on brandit auprès des enfants pour leur faire peur. Et là, il revient. Oh là 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 là, c'est absolument génial. Je pense que je me suis un petit peu perdu dans mes explications. Je suis parti dans tous les sens. De toute manière, cette vidéo, elle ne restera pas sur la chaîne. Je la referai proprement. J'en reparlerai de tout ça dans l'épisode dédié à l'âge sombre. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas du tout actif sur la chaîne en ce moment en ce qui concerne DC Comics. Hein. C'est vrai que j'ai un logo DC, puis pourtant j'envoie des extraits de films, j'envoie des extraits du film Halloween, je parle de Titanic. Forcément, je perds en vues, je perds en likes, je perds en tout ça. Mais moi, je fais ce que j'aime. Voilà, je fais ce que j'aime. Donc c'est le principal. Et du coup, ben, étant donné qu'il n'y a plus de review comics d'ici en ce moment, il y a une review comics Marvel qui arrive très bientôt, mais étant donné qu'il n'y a plus de review comics d'ici qui arrive en ce moment, bah voilà, je vous fais cette petite vidéo, histoire d'entretenir un petit peu la flamme. Je suis toujours là, vous inquiétez pas, je suis toujours en train de lire mes trucs, mais waouh. Et là, je suis bien content d'avoir fait une pause sur tout le reste pour me consacrer à ça. Une aventure incroyable. J'espère tellement que ça durera, mais même si ça dure pas, au moins avec l'épisode 25, j'aurai quasiment quelque chose de bouclé. Pas totalement, parce que c'est tellement dense qu'il y a encore des trucs qui doivent être bouclés à droite à gauche. Vraiment, ça me ramène à l'expérience que j'ai eue sur Green Lantern par Geoff Jones. Voilà, est-ce que ça, c'est pas vendeur? Est-ce que ça, je peux pas mieux vous vendre une histoire qu'en la comparant avec le Green Lantern par Geoff Jones? Ça me ramène vraiment à ça, c'est la même expérience de lecture. Ça me bluffe. Et le mec arrive à me faire kiffer des trucs qui, sur le papier, n'étaient pas du tout destinés à me faire kiffer. Ces histoires de space opéra avec des races extraterrestres, etc., des tentatives de colonisation de la part d'aliens. Et là, il érige Aquaman en sauveur, pas que de l'océan, il érige Aquaman en sauveur de l'humanité, en sauveur de la planète Terre. Voilà, tout est là. Tout est là, les petits gars. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Vous en faites ce que vous en voulez. N'attendez pas une potentielle édition en VF. Si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, jetez-vous dessus. Alors attention par contre, je trouve que c'est pas forcément hyper accessible. C'est pas un anglais qui est hyper accessible. Autant Atlantis Chronicles ne m'a posé aucun problème, autant le run Aquaman par Peter David, là c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, il y a beaucoup de termes qui sont difficilement traduisibles. Je suis très souvent avec mon Google Translate parce qu'il y a des expressions et des trucs qui sont pas très abordables d'entrée de jeu, quoi, on va dire. Et voilà, faut avoir quand même un niveau d'anglais raisonnable. Bref, allez, moi je vais au travail. Je vous laisse avec ça. Et puis de toute manière, cette vidéo, essayez de la regarder le plus vite possible. Hein. Vous me direz si vous en êtes là, si vous l'avez déjà regardé. Je suis très con comme gars. Mais cette vidéo, elle va disparaître. Elle disparaîtra prochainement. Parce qu'elle n'a absolument pas travaillé. C'était vraiment une réaction à chaud. Et j'en referai une quand j'aurai terminé le run. Donc d'ici 21 épisodes. En espérant qu'elle soit tout aussi positive et tout aussi enthousiaste. Allez, ciao les zincs.